everybody, j'espère que vous allez bien. Ça va pas! On se retrouve looking good, feeling gorgeous. Vous me permettez de me parfumer? The Nicki Minaj perfume. Is this a thing that I get for putting you bitches on? Is it my fault that all of you bitches don't? On peut commencer. J'espère que vous allez bien les bébestres. On se retrouve pour une vidéo qui sera pas très drôle. Il y a peut-être des moments où je ferai des blagues, mais c'est pas une vidéo très drôle. Je vais vous parler du coup de mon accident de voiture qui a eu lieu maintenant. Oh, ça fait 9 piges. J'ai quel âge là? Est-ce que c'est pas l'heure de mourir? J'ai écrit un livre sur cette histoire et d'autres choses dont je parlerai pas dans la vidéo. Donc si le livre sort un jour, prenez ça comme une promo. Je garde ce livre dans un coin de mon ordinateur. Je sais même pas si je l'ai... J'ai aucune idée d'où il est. Putain. En gros, je l'ai fait corriger et tout, genre... Voilà, il est prêt, entre guillemets, il est prêt à sortir. Il y a 2-3 trucs que je dois rebosser et tout, mais en vrai, voilà. Je pense pas du coup que je le sortirai. Je pense que c'est bien pour si un jour j'ai des enfants, si un jour je me marie, je partagerai aussi. Trigger warning, blessure, accident, sang, maladie. Ben ici, ça n'a aucun sens. L'église, elle est là. Et le clocher est à l'extérieur. Ça me fout en l'air. Nous sommes du coup le 11 janvier 2017. Je suis en terminale. Et j'ai 2 meilleurs amis, un garçon et une fille. Donc le garçon, on va l'appeler Alban, et la fille, on va l'appeler Maureen. Les prénoms sont pas très accurate parce qu'on est tous les trois arabes, mais voilà. Alban et Maureen sont cousins. Et moi, je suis cousin éloigné de Maureen. En gros, c'est la cousine de ma cousine. Et le pire, c'est que Maureen est ma cousine éloignée du côté de ma mère et du côté de mon père. C'est pour vous dire que, une fois, j'ai un de mes potes qui m'a dit « Wesh, dans ta famille, vous vous ressemblez tous. On dirait que vous avez un arbre généalogique en cercle. » Je suis là pour illustrer ce propos. Donc en gros, Maureen, c'est ma cousine éloignée, donc nos parents se connaissent. Et Alban est le cousin germain de Maureen. Et du coup, même les parents de Alban et tout connaissent mes parents et tout. Voilà, bref, peu importe. Tout le monde se connaît. Voilà, bref, peu importe. On était meilleurs amis tous les trois. Moi, je vais avec Alban pour faire des photos d'identité pour s'inscrire au permis. Je sais plus si c'est moi qui devais faire des photos d'identité ou si c'était lui. Bref, un ou deux devait faire des photos d'identité. Il y a un grand supermarché, une galerie marchande vers chez nous et tout. Et nous, on était très simple d'esprit. Ça veut dire qu'après l'école, des fois, on allait juste à Auchan et on regardait tout ce qu'il y avait dans les rayons. Genre, chaque article, on regardait comme ça et on se faisait des commentaires en mode « Ah, ça a l'air bien. Ah, ça a pas l'air bien. Ah, ça pue la merde. Ah, c'est drôle, ça s'appelle comme ça. » On pouvait passer des heures à faire ça. Voilà. Donc, ce jour-là, on n'avait pas fait ça. On avait été chez l'opticien pour essayer des lunettes. Aucun de nous deux n'avait prévu de refaire ses lunettes. C'était juste essayer des lunettes et avoir une tête drôle, et essayer des lunettes et avoir une tête drôle. Bref, du coup, on va essayer des lunettes, on fait les photos, et du coup, en janvier, c'est l'hiver, il fait nuit tôt, donc il était environ 18h15, si ma mémoire n'est pas conne, comme moi. Ouais, il était environ 18h15, et en gros, pour vous la faire schématique. Et bébé, ici Nadim du montage. Je vais insérer les vraies images du vrai endroit pour illustrer au mieux. Et il y aura En fait, quand je vais insérer des images, c'est des vraies images. Donc j'ai par exemple la photo du pare-brise de la voiture que je vais vous mettre. Voilà. Ah, et je pensais que ce serait logique, mais il n'y aura aucune photo de sang, il n'y aura aucune photo de moi. Pendant ce moment-là, il y aura... Voilà. Je vous montre les lieux, je vous montre le matériel, c'est tout. Ça suffit. On avait un passage piéton à traverser, et il y avait l'arrêt de bus juste après. Donc on devait traverser la route, et c'était... En gros, il y avait 2 voies. Voilà, c'était 2 voies. Peu importe, on a le feu vert, et mon ami Alban me dit « Putain, il y a le bus et tout, viens, on court. » Pour ceux qui me connaissent, je cours pas. Je préfère rater le bus, je préfère rater le train, même s'il n'y a plus de bus ni plus de train. Voilà. Donc j'ai dit « Ah non, moi je cours pas. » Donc on marchait vite. Donc on arrive, la première voiture nous laisse passer, donc... Et de là, voilà, vous connaissez, enfin, j'allais dire vous connaissez la suite, mais non. Donc, le seul souvenir que j'ai, le pare-choc de la voiture, mon genou qui tape le pare-choc, et tout s'éteint au moment où ma tête tape le pare-brise. Donc voilà, donc j'ai perdu connaissance pendant environ 15 à 20 minutes d'après la personne qui m'a éclaté la gueule. Donc en fait, je me réveille. C'est trop bizarre, parce que, en fait, ce qui me réveille, c'est que des filles de ma classe sont passées par là, et m'ont reconnu. Et on crie «
mais c'est Nadim, c'est Nadim, c'est Nadim. Et du coup, quand j'ai entendu mon prénom, je suis un peu revenu à moi. Donc en fait, mettez-vous en perspective, allongé sur le bitume, dans une mare de sang, l'intérieur de la bouche qui saigne à fond, donc en fait, je ne pouvais pas vraiment parler, en fait, c'est comme si t'avais la bouche pleine d'eau, en fait, et j'avais beau cracher, ça continuait, au point où vraiment je pouvais pas articuler, que j'avais aucune idée de ce qui venait de se passer, je me réveille juste, la tête posée, en fait, j'étais sur le côté comme ça, la tête posée comme ça sur le bitume, là, et dans une mare de sang, et j'étais paralysé, donc je sentais plus rien dans mon corps, en fait, c'était trop bizarre, et j'étais hyper apaisé. En fait, pour moi, j'étais mort. Voilà. Pour moi, j'étais mort. Et moi qui ai vécu un autre épisode de mort imminente dans ma vie, ça s'y apparentait. Tout était très apaisé, très silencieux et tout. J'avais juste la bouche qui avait un goût de métal de fou, qui coulait dans tout. C'était n'importe quoi. Je n'arrivais plus à bouger. Et du coup, je vois juste la fille de ma classe qui est là. Elle me dit, il s'est passé quoi? Je lui dis, j'ai parlé comme j'ai pu, comme je vous ai dit, je pouvais pas trop parler. Je sais pas, en fait, ce qui s'est passé. Donc, je lui ai dit de prendre mon téléphone dans ma poche. En fait, j'ai eu un sang-froid directement très... tout de suite très... Ah oui, il y avait le gars qui m'avait écrasé aussi, qui était là avec... Enfin, au-dessus de moi, du coup, quand je me réveillais. Et du coup, il m'a dit, écoute, moi, je suis... En fait, il faut que je trouve un prénom qui n'est pas son prénom parce que je me rappelle plus bien. On va dire Georges. Écoute, mon grand, je m'appelle Georges. Tu viens de te faire renverser, toi et ton ami. C'est moi qui vous ai renversé. Je vous ai pas vu. T'inquiète pas, les secours, ils arrivent. Élément très important que j'ai oublié de préciser. Il m'a dit, les secours arrivent. Une fois que les secours seront là, moi, je vais partir. Ça, c'est important pour le mindset du gars. Il vous laisse barrer. Donc moi, j'ai rien compris. Franchement, j'ai rien compris à ce qui se passait. Et du coup, j'ai juste dit à ma copine, prends mon téléphone dans ma poche et appelle mon père. Parce que mon père travaillait à peut-être 5 minutes de là. J'ai eu un sang-froid de fou où je lui ai dicté mon code et tout, machin truc. Appelle mon papa. Elle a appelé mon papa. Et directement quand elle a fini d'appeler mon papa, je dis, allez voir Alban, s'il vous plaît. Moi, je vais bien. Allez voir Alban. Comment il va, Alban? Comment il va, Alban? Et on me disait, il va bien, mais je savais que non. Je savais que non. Et en fait, de là, je commence à pleurer sans m'arrêter. Parce que je me suis dit, si Alban, il est mort... En fait, moi, je pensais qu'il l'était, tu vois. Donc, je pleurais. Et toutes les personnes, parce que du coup, il y a des passants qui sont agglutinés et tout, et toutes les personnes qui venaient me voir, je leur disais, partez, allez voir mon ami Alban. Moi, ça va. Genre, vraiment, c'était vraiment, moi, ça va. Allez voir Alban. Qu'est-ce qu'il a, Alban? Et personne ne voulait me dire. Je disais, mais qu'est-ce qu'il a? Tout ça en étant paralysé, la tête sur le sol et tout. Et du coup, mon papa, il arrive. Et première chose que je dis à mon père, ne le tape pas. En parlant du gars qui nous a renversé. S'il te plaît, ne le tape pas. Voilà. Donc, mon père arrive, ma maman arrive peut-être 10-15 minutes après. Tout le monde est en panique dans tous les sens. Il y a la famille d'Alban, du coup, qui arrive. Les pompiers ont mis bien 30 minutes à arriver, sachant que j'ai été inconscient pendant 15-20 minutes. J'ai attendu un bon moment quand même. Et même, je pourrais pas dire que c'est parce que j'étais dans le mal que j'avais l'impression que ça prenait du temps. Factuellement, ma mère a eu le temps d'arriver de plus de 10 km, mon papa, bref, peu importe. Tout le monde est arrivé en fait avant les pompiers. Les pompiers arrivent, ils me mettent sur la civière et je fais que de pleurer. Je leur dis, Alban, il est où? Et je devenais fou en fait. Alban, qu'est-ce qu'il a? Alban. Et de là, on me met sur la civière, on commence à me mettre dans le camion et tout. Et de là, j'entends un des pompiers ou un du personnel, un des soignants, je sais pas qui, des secouristes, qui dit il saigne de l'oreille, il saigne de l'intérieur de l'oreille. En gros, c'est grave, je sais plus trop ce qu'ils ont dit. Moi, je me suis dit, mais gros, moi, je saigne pas de l'intérieur de l'oreille. Donc, il parle d'Alban, en fait. Et de là, j'ai commencé à vriller dans le camion, je faisais que... Et en fait, le sang que j'avais dans la bouche commençait à coaguler, donc je ne pouvais plus parler. En fait, j'avais des gros amas dans la bouche. Je pouvais plus parler. Donc, dans le camion de pompiers, ils essayaient de m'aspirer un peu ce qu'il y avait dans ma bouche et tout.
Et tout ce que j'arrivais à dire, c'était « Alban, il est où? Alban, 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 Alban. » C'était vraiment... Sachant que moi, là, j'étais paralysé de la tête aux pieds. Tout ce que je pouvais bouger, du coup, c'était ma mâchoire. Et encore, j'avais très très mal. Et je dis « Alban, 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 Alban. » Genre vraiment, il y avait que ça qui revenait. Et j'arrivais pas à réaliser que, du coup, il était pas dans le même hôpital que moi. Parce qu'en arrivant aux urgences, ce que j'ai dit aux infirmiers, aux infirmières, je leur ai dit « Vous attardez pas sur moi, allez vous occuper d'Alban. » Et de là, ils étaient en mode « Qui est Alban ?» Parce que du coup, il n'avait pas été admis dans le même hôpital que moi, mais moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Et voilà, donc je pleure, sans m'arrêter, je pleure, je pleure, je pleure. Du coup, là, il devait être peut-être 19h, un truc comme ça, peu importe. Donc, ce qui se passe, c'est que les médecins, du coup, sont affolés. J'ai été recousu de l'intérieur de la bouche. Attendez, je sais pas si on peut voir. Là. Là, voilà. Ce qui a, parenthèse, eu comme effet de faire doubler ma lèvre du bas de volume. Donc, maybe it was worth it. On arrête ces conneries. Bref, donc on m'a recousu l'intérieur de la bouche. On m'a recousu là. Je sais pas si on le voit bien. Et j'avais pas mal de trous dans le corps, dont sur le visage, qu'on pouvait pas suturer parce que, je sais pas pourquoi on pouvait pas suturer, mais en fait, du coup, j'ai gardé cette cicatrice-là. Les gens pensent que c'est une trace de lunette, c'est pas une trace de lunette. Et en fait, je vais pas vous mettre de photos pour ne trigger personne, mais en gros, là, j'avais un gros rond. Là, c'était un trou. Là aussi, vous voyez, j'ai une cicatrice là. Tout là, c'était arraché. En fait, c'était de la... Il y avait on voyait... Là, on voyait l'os, là, on voyait la chair, en fait. Là, j'étais arraché, là. Du coup, j'avais plein d'éclats de verre dans le front et dans les cheveux. Là aussi, j'avais plein d'éclats de verre. En fait, je me suis pris la voiture par la gauche. Voilà, donc j'ai marché comme ça, et elle est venue comme ça. Donc j'avais là, mais on les voit pas. Des fois, on les voit, c'est assez aléatoire. Et ceux du front, ils se voient plus trop maintenant. En gros, j'avais des trous un peu partout. J'avais un trou à la cheville, j'avais des trous sur les genoux. Je sais plus, bref, j'avais des trous béants, en fait, dans ma chair. Donc, on m'a suturé ce qu'on pouvait suturer. Le reste, c'était des gros pansements et tout. Donc je pleure, je pleure, je pleure. Je pleure. On me fait un scanner complet pour faire l'état des lieux. Donc j'ai un traumatisme crânien. J'ai la hanche fissurée. Donc j'avais très mal au bras, mais pour l'instant, on m'a rien dit là-dessus. Et on m'a trouvé une boule dans le poumon. RAV. Genre vraiment, ça n'a aucun rapport avec l'accident, mais du coup, on l'a découvert à ce moment-là. Donc, j'ai une masse, à ce moment-là, de 5 cm de diamètre dans le poumon. Je sais pas, ça fait quoi. J'ai vu que ça faisait genre une tomate ou une mandarine, ou bref, peu importe. Donc, à ce moment-là, j'ai ça dans le poumon. Donc, première chose qu'on demande à mes parents, est-ce qu'il y a eu une grosse perte de poids récemment? En l'occurrence, il y en avait eu. J'avais perdu 17 kilos en faisant du sport et tout, mais je venais de perdre 17 kilos. Est-ce qu'il est très fatigué en ce moment, etc. La réponse était oui. Mais bon, plus tard, j'ai su que c'était peut-être aussi la dépression. Bref, peu importe. Peu importe, en fait, de là, il pense que j'ai un cancer. Wouh! Donc moi, à ce moment-là, c'est pas mon dos. C'est pas mon dos. Genre vraiment, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, parce que pour moi, il y avait que Alban qui comptait. Vraiment, c'était... Et personne ne voulait me dire comment il va, Alban. Personne ne voulait me le dire. Et ça me rendait encore plus fou. Genre, j'avais juste des... Non, il va bien. Mais il est où, là, en fait? Parce qu'en fait, s'il allait bien, on serait dans le même hôpital. Il est où? Il est où? Il y a toute ma famille, donc oncle, tante, compagnie qui viennent me voir en pleurs, etc. Ma cousine qui vient me voir en pleurs. Une autre de mes meilleures amies de l'époque qui vient en pleurs et tout. Moi, je réalise pas ce qui se passe. Et de là, je me regarde. Enfin, on me rend mon téléphone. Il était très tard. On me rend mon téléphone, il devait être minuit. On me rend mon téléphone. Déjà inondé de messages. Et du coup, je me vois. Et je suis choqué. Je suis vraiment choqué. J'ai des photos que je vous mettrai pas, bien sûr. J'étais défiguré complètement. Complètement. Et de là, du coup, wow. Voilà, donc je reçois beaucoup de messages, j'arrive pas à y répondre. Je mets juste un message dans ma story, genre une story fond noir, j'ai écrit « Ça va bien, vous inquiétez pas, priez pour Alban ». Voilà, franchement, c'était la seule chose qui m'importait, c'était ça. À l'hôpital, en plus, je considère avoir été assez mal pris en charge. Ça veut dire que ils n'ont même pas pris le pli de me nettoyer la tête. Genre, j'ai dormi avec tous mes bouts de verre dans les cheveux.
Le lendemain, c'est ma maman qui m'a lavé. Ma maman, elle est aide-soignante. C'est elle qui m'a lavé. Parce que, visiblement, à l'hôpital... Parce que moi, avant de dormir, je leur ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez au moins me débarbouiller un peu, quoi? Enfin, je sais pas, j'avais du sang partout. Vraiment, j'avais du sang séché partout. J'avais des bouts de verre partout. Et non. Donc, et il n'y avait pas de raison médicale. Ils m'ont apporté, genre, un gant et une bassine, et ils m'ont laissé faire tout seul. Et on m'a aussi dit que je n'avais pas le droit de marcher. Moi, je me dis, comment ça, je n'ai pas le droit de marcher? Mais je vis très bien, là. Comment ça, ça y est, je suis un peu égratigné et tout. Pour moi, c'était rien ce que j'avais là. Quand les soignants sont sortis de la chambre, je me suis levé. Et j'ai fait un malaise immédiatement. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas marcher tout de suite. Donc, quand on vous dit de ne pas marcher, ne marchez pas. Avant de dormir, j'appelle Maureen, du coup, notre meilleure amie en commun. J'appelle Maureen en pleurs, lui disant que je l'aime. Et elle aussi, il me semble qu'elle n'a pas trop voulu me parler d'Alban. Je crois que les infos, je les ai eues les jours suivants. Les jours qui arrivent, du coup, j'apprends que Alban, au niveau dégâts physiques, enfin, comment dire, au niveau fracture, trous dans partout et tout, c'est moi qui ai plus pris, mais Alban est bien... Il est tombé d'une manière bien pire, voilà. En fait, Alban, ce qui s'est passé, c'est que il est tombé la tête sur le truc du trottoir et qu'il était dans le coma. Et franchement, j'y repense. À cette heure-ci, j'ai plus de contact ni avec Alban ni avec Maureen, mais et ça fait des années que je n'ai pas parlé de cette histoire. Les premières années, j'avais beaucoup besoin d'en parler, mais là, ça fait des années que j'en ai pas parlé. Et quand j'ai appris ça, mon monde il s'est effondré. Il y avait toutes mes copines de classe, tout le monde qui venait me voir. Ma chambre, elle était pleine. Elle était tout le temps pleine de monde. Du coup, il y a tout le lycée qui s'était mobilisé. Ils avaient fait une cagnotte pour nous. Trop mignon. Tout le monde s'est mobilisé et tout. C'est un truc de fou. Il y avait des gens dans ma chambre, même des amis de la famille. Il y a des gens, je ne savais même pas c'était qui. Et moi, en fait, j'avais beaucoup de colère. J'avais beaucoup de colère. Parce que pour moi, il fallait que tout le monde dégage et qu'ils aillent voir Alban. En fait, je supportais pas... En fait, déjà, je comprenais pas ce qui se passait, et en plus, je supportais pas que l'attention soit sur moi, alors que pour moi, ce que j'avais eu, c'était rien comparé à Alban. Et je faisais que de me dire, ça aurait dû être moi à sa place. Ça aurait dû être moi à sa place. Parce que vraiment, je l'aimais tellement, et je l'aime toujours, je l'aimais tellement que si j'avais pu prendre sa place, honnêtement, je l'aurais fait. Honnêtement, à ce moment-là, honnêtement, je l'aurais fait. Pour moi, il n'y avait que lui qui comptait à l'heure actuelle, parce que pour moi, mais c'est une dinguerie en fait. Et du coup, les jours avancent. Au début, je suis en béquille. Donc, je reste hospitalisé peut-être 10 jours. Une dizaine de jours. Pendant ce temps-là, Alban est toujours dans le coma. On apprend qu'il a des hématomes au cerveau, qu'il a eu pas mal de saignements dans le cerveau, qu'on entend parler de... il sera un... Je déteste ce terme, mais on nous a dit qu'il sera un légume, qui déjà il a peu de chances de s'en sortir, et que même s'il s'en sort, il y aura des grosses séquelles, que du coup il pourra plus vivre normalement, etc. Et moi j'étais vraiment dans un enfer de me dire, ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Lui, il mérite pas ça. Il mérite pas ça. Il mérite pas ça. Et vraiment... J'étais dans un enfer psychologique. Ils ont fait venir une psychologue pour venir me voir, et c'est une dame qui m'a énervé, mais à un point, elle m'a gonflé. En fait, elle ne cherchait que à ce que je pleure. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'ai perçu. Genre, à un moment, je me suis gratté, elle m'a dit « Ah, si vous voulez pleurer, vous pouvez, hein !» J'étais en mode « Non, je pleure pas et tout. » Et à un autre moment, je sais plus ce qui s'est passé, je pleurais pas, en tout cas. Et elle me dit « Ah, c'est bien, vous pleurez et tout, machin. » Et en fait, ça m'a tellement énervé, j'ai dit « Écoutez, sortez de ma chambre. » Je vais pas faire la blague de Kim Glow qui crie « Sortez de ma chambre ». Là, je suis pas... Donc je l'ai fait sortir, j'ai dit que je voulais plus jamais la voir. Et on m'a fait pas mal d'examens, du coup, par rapport à la boule que j'avais dans le poumon. J'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Honnêtement, j'étais en mode... Mais vous me faites chier là, en fait. J'ai mon pote en train de mourir. Vous me faites chier, en fait. Et je vais très bien. J'allais pas très bien, mais voilà. Je finis par sortir de l'hôpital, du coup, avec des béquilles. Bien que j'ai dit des milliers de fois que j'avais super mal au bras, que j'avais trop mal au bras, j'arrivais presque pas à marcher avec mes béquilles. Je reviens à l'hôpital, genre peut-être 5 jours après, donc 2 semaines après l'accident, en leur disant que c'est insoutenable, j'ai trop mal au bras.
Et en fait, j'avais l'épaule cassée. J'avais l'épaule cassée. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu parce que, en fait, comme ils ont vu que j'avais une boule dans le poumon, pendant les radios, ils me demandaient de lever les bras pour qu'on voit bien mes poumons. Et du coup, ils ne voyaient pas ce qu'il y avait dans mes bras. Donc, c'était pas l'épaule, c'était l'humérus. Enfin bref, l'os là, fracturé. Donc, je finis en fauteuil roulant. En fauteuil roulant que je ne pouvais pas du coup pousser. Enfin, je pouvais pas. J'avais un bras dans une grosse attelle là. Et du coup, il fallait qu'on me pousse tout le temps. Donc, j'ai fait du fauteuil roulant pendant peut-être 2 semaines. Peut-être. I don't know. Juste avant le fauteuil roulant, donc pendant la période où j'étais en béquille, j'ai pu aller voir Alban. Et du coup, j'ai eu quelques réponses à mes questions. En fait, ce soir-là, il a été transporté d'urgence en hélicoptère dans un hôpital à 100 km de chez nous. Parce que clairement, il était... c'était très 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 grave et très urgent. Il a été transporté en hélicoptère à 100 km de chez nous. Donc j'ai pu le voir une fois que j'étais sorti de l'hôpital. Et franchement, je sais vraiment pas si j'aurais dû y aller. Honnêtement. Quand j'y suis allé, il venait à peine de réouvrir les yeux. Je sais pas s'il parlait beaucoup. Il parlait pas trop. Il venait de réouvrir les yeux en tout cas. Donc il a passé 2 semaines dans le coma. Donc j'ai été le voir et en fait ça m'a tellement... encore plus brisé le cœur parce que quand t'as une image devant toi de ce qui se passe, c'est encore pire que ce que t'as dans la tête en fait. Et il avait perdu tellement de poids. Le pauvre, il fait 1m78 à peu près. Il était descendu à 40 kilos, je crois. Et ça m'a détruit. Ça m'a détruit. D'un côté, pour moi, c'était la plus belle chose de pouvoir aller le voir. Parce que j'avais besoin d'aller le voir. Du coup, c'est Maureen qui m'avait fait la surprise. Sa maman avait accepté de nous emmener. Donc, en fait, elle m'avait fait la surprise. Elle m'avait donné les cadeaux que tout le monde s'était cotisé pour nous acheter. Et elle m'a emmené, du coup, avec sa maman, voir Alban à 100 km de chez nous. Honnêtement, c'était... Franchement, ça m'a dévasté. C'était dévastateur. Honnêtement, c'était dévastateur. Donc ensuite, je suis en fauteuil roulant. Alban reprend ses esprits au bout de quelques jours quand même. Au bout de peut-être 1 semaine après le coma, je crois, un truc comme ça. Du coup, on a commencé à rediscuter par téléphone, par SMS, etc. Et en fait, il me dit qu'il a aucun souvenir de cette journée-là. Et du coup, je me suis dit... En fait, moi, j'attendais qu'il puisse revenir dans ma vie. Et je me suis dit, ça sera la seule personne qui me comprendra. Qui comprendra en fait l'horreur que j'ai vécue. Et de là, il me dit qu'il n'a aucun souvenir. Et spoiler alert, même à l'heure actuelle, il n'a aucun souvenir. Et ça a renforcé à mort ma solitude et tout, parce que personne ne comprenait. Les gens étaient en mode, bah ça y est, c'est bon, c'était il y a 2-3 semaines, ça y est, on peut revivre et tout. J'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et pour moi, ça allait être le seul... Et je dis pas ça en mode, c'est de sa faute. Mais pour moi, ça allait être Pour moi, on allait se reconstruire ensemble, justement, parce qu'on est les seuls à comprendre ce qu'on a vécu. Et en fait, bah non. En fait, parce que même lui, il sait pas. Lui, il a eu une trajectoire très différente. Ça veut dire que il a passé 2 semaines dans le coma. Après ça, il est resté peut-être 1 mois hospitalisé, il me semble. Et il est resté 2 ou 3 mois en centre de rééducation pour réapprendre à marcher, parce qu'il ne savait plus marcher. Réapprendre plein de choses de la vie quotidienne, parce que son cerveau a été très endommagé. Donc, je vous spoil, mais à l'heure actuelle, il va très bien. Il n'est pas du tout en situation de handicap. Il a perdu beaucoup en capacité de concentration, et il a perdu de l'ouïe, majoritairement, et il s'est fait opérer de la main, parce qu'apparemment sa main était dans un sale état. Mais actuellement, il vit bien. Ah, je suis ému de fou, là. Bref. Donc, la reconstruction. Donc, j'ai loupé 1 mois et demi d'école. J'étais en terminale. S. Pour les plus jeunes, S, c'était scientifique. C'était une des filières les plus hardcore à l'époque. Non, 2 mois même. Je suis revenu à l'école qu'en mars. L'accident, c'était le 11 janvier. Je suis revenu à l'école qu'en mars. Alban, lui, n'a pu revenir que... je crois qu'il a dû revenir vite fait en juin, je crois. Hein. Mais je suis même pas sûr qu'il ait pu revenir. Je sais plus, en fait. Je me souviens plus. Il me semble qu'il a pu revenir, mais vraiment pas longtemps. Avant la fin. Et moi, du coup, pendant ce temps, j'étais suivi, du coup, pour la masse que j'ai dans le poumon. Franchement, j'en avais rien à péter.
Donc je commence à être suivi sur Paris, parce que dans ma ville, ils arrivaient à leur limite technique, niveau matériel et tout, pour voir ce qui se passe. Moi, j'étais vraiment, mentalement, dans un enfer. Ça veut dire que j'arrivais pas à me remettre de ce qui venait de ce qui m'était arrivé. J'étais imbuvable avec mon entourage, j'avais beaucoup de problèmes de colère, de crise de colère, d'agacement, Vraiment, en fait, j'étais à bout. Et l'école, je me rappelle, à un moment, je me suis dit, gros, on arrête et on redouble. C'est pas possible, là. Là, c'est pas possible. Donc, continuer d'aller à l'école, j'arrivais... En fait, je saurais pas vous dire, il n'y avait pas une pensée exacte qui habitait mon esprit, mais j'arrivais pas à me remettre de ce qui s'était passé, et aussi du fait que Alban ait vécu, à mon sens, à mon sens à l'époque, pire que moi, qu'il soit encore dans les centres médicaux, etc., et que moi, je dois reprendre une vie. Ça marchait pas comme ça. Et tu reviens à l'école, t'as tout le monde qui te dit « Ah, raconte ce qui s'est passé !» Il y a des gens aussi, à mon sens, sous couvert d'homophobie et d'autres choses, appelaient à ne prier que pour Alban, par exemple. Ou appelaient à ne prier pour aucun de nous deux. Et voilà. Donc j'ai lu, j'ai vu des on ne prie pas pour un PD. Ok, mais frérot, j'allais mourir. Donc les PD, ils meurent. Genre vraiment, il y a eu des appels. C'est tellement lunaire, mais il y a eu des appels à ne pas prier pour moi. Il y a eu des appels à ne pas prier pour que je guérisse. Je vous en supplie, il y a eu des appels, pas un, il y a eu des appels à ce qu'on n'aille pas me voir à l'hôpital, à ce qu'on ne prie pas pour moi, à ce que... Baby Day, je suis en train de crever là. Voilà. Et pour moi, c'est... Et du coup, en fait, il y avait une masse comme ça sur ma tête, en mode, il y a des gens qui voulaient que je crève, en fait, là. Et franchement, En fait, là, j'ai toutes les émotions qui me reviennent. Donc, en fait, je ne saurais pas vous dire ce que là, il y a sur ma tête, mais il y a beaucoup de choses. Et voilà, et il y a des gens qui disaient aussi que j'aurais dû, moi, être à la place de Alban, que j'aurais dû, moi, pendant que lui, il était encore dans le coma et qu'on ne savait pas s'il allait s'en sortir, que ça aurait dû être moi, en fait. Donc, que moi, je le pense, c'est une chose. Mais que vous le pensiez, déjà, c'est une dinguerie, et que vous le verbalisiez. Moi, je le pense de ma position, parce que je culpabilise et que c'est mon meilleur ami et que je l'aime plus que tout. Mais toi, pourquoi en fait tu privilégies sa vie au lieu de la mienne? Et il y en a eu beaucoup, en fait. C'est ça qui me rend chèvre. Et encore, on a refusé de me dire tout... Enfin, mes amis ont refusé de me dire tout ce qu'ils savaient. Genre, j'ai eu des exemples, mais j'ai pas eu tout. Coucou Kiki! Regardez, il y a Kikette. Ma fille, ça va papa? Hop! Ouais! Il y a un parcours sur mon mur. Kikinou, la plus forte! Faut pas que je te regarde Kiki parce que je vais me déconcentrer. Du coup, en fait, ouais, c'était un mélange de beaucoup de choses et je pense qu'il y a même des choses dont je me souviens pas. En avril, je me fais opérer pour ma masse au poumon. En gros, sous le bras, on m'a sectionné pour accéder du coup à cette boule et en prélever un petit bout pour voir ce que c'est. On me dit qu'on ne sait pas ce que c'est. Constamment qu'on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, je suis hospitalisé plusieurs fois par mois, jusqu'en octobre. Plusieurs fois par mois, franchement, j'ai tout vécu. Genre, enfin, tous les types d'examens, je les ai vécus. Ça veut dire que j'ai eu une sorte... C'est ni une radio, ni un IRM, mais c'est un truc trop bizarre où t'es assis sur une table plate, une planche, pendant 2 heures. 2 heures. Littéralement, hein, c'est pas de l'excès. 2 heures ou 3. C'était pas 3 heures? C'était 2 ou 3 heures. Et t'as la machine qui t'analyse sous tous les angles qui tournent autour de toi, machin truc. J'ai eu une ponction, donc en passant par mon dos. En gros, il était avec une grosse aiguille et il avançait centimètre par centimètre pour accéder du coup à mon poumon et à la petite boule. Donc chaque centimètre, je repassais dans le scanner pour éviter de taper n'importe où là. C'était la pire douleur de ma vie. J'ai vécu des douleurs de fou. Mais
En fait, les premiers centimètres, ça va parce qu'il t'anesthésie la peau, enfin les muscles, le premier truc. Mais en fait, quand il est arrivé à l'intérieur de mon poumon, donc en plus je devais être en apnée, pendant qu'il est rentré dans mon poumon, je devais rester en apnée, la pire douleur de mon existence personnelle. Voilà. On dirait littéralement qu'on te plante le poumon de l'intérieur, ce qui est le cas. L'infirmière me dit « Vous pouvez mordre dans ma main si vous avez mal ». Je lui ai défoncé la main. J'ai mordu comme on n'a jamais mordu. Je pense qu'elle a eu le droit de faire un accident de travail après ça. Je pense, honnêtement. Du coup, j'ai eu tous les examens médicaux possibles et imaginables. Du coup, en avril, je vous ai dit, on m'a ouvert, etc. La convalescence a été très très dure parce que t'as un petit drain, ça veut dire, en fait, c'est un tuyau qui passe entre tes côtes, et qui du coup va jusqu'à ton poumon et en gros qui évacue le sang qui reste. C'est la pire chose de l'humanité. Ce drain-là, je l'ai maudit sur 25 générations. C'est-à-dire que les inventeurs de 2050 qui vont inventer des nouveaux drains, ils seront maudits par moi. Parce qu'en fait, tu bouges. En fait, le bail, il est entre tes côtes et il va dans ton poumon. Donc ça fait mal, en fait, parce que c'est pas des zones où on a l'habitude d'être touché, l'intérieur du poumon. Donc en fait, tu bouges, ça frotte, ça touche l'intérieur du poumon, enfin de tout ça là. Donc tu peux pas bouger. Plus j'ai eu des côtes fêlées. On n'était plus à ça près, donc j'ai eu des côtes fêlées. Donc côtes fêlées, tu ne peux rien faire sauf attendre et subir. J'ai eu mal pendant peut-être, sans blague, hein, 3 ans. Genre si on me touchait, j'avais mal. Voilà. Même là, si tu touches un peu fort, j'aime pas trop qu'on me touche la côte là. Je suis hospitalisé aussi le jour de mon anniversaire, donc le 2 juin. Et bah il y a le bac, frérot. On fait quoi? C'est comment les bails? Bah en fait, j'ai demandé à passer le bac pendant la session de septembre. En fait, il y a une deuxième session en septembre qui est accessible pour les personnes du coup qui avaient des problèmes de santé ou un événement majeur comme un décès d'un parent. Il y en a très peu qui le font. Genre, nous, c'était pour toute la région, on était peut-être 20. Il y en a très peu qui le font, pourtant c'est très facile à avoir comme dérogation. Genre t'as juste à ramener un mot du médecin traitant et c'est la CPE qui valide. Alban et moi, nous avons passé le bac en septembre. Pendant la période du bac, bah moi j'ai pas vécu la période du bac. Voilà. Je sais que maintenant ça se fait moins, mais genre à l'époque c'était trop bien et tout, même pendant les résultats, on allait tous et tout, on se retrouvait tous pour voir qui a le bac, qui a pas eu le bac. J'y ai été au résultat, n'ayant pas passé le bac, mais j'ai été au résultat pour voir mes amis, etc. Et du coup, à l'époque, je déteste paraître vieux comme ça. C'était pas Parcoursup. En fait, moi, c'était la dernière année avant Parcoursup. C'était la dernière année de APB, admission post-bac. Et sur APB, j'avais eu un DUT comme ça. Je voulais pas faire ça, mais honnêtement, c'était la seule chose que je pouvais faire là. Parce que j'avais déjà mon bac à passer, début septembre, avant même d'aller à l'IUT. Donc voilà, je fais des allers-retours à l'hôpital pendant l'été, c'est horrible. Le cagnard à Paris, en plus Paris-Centre, la chaleur, envie de claquer, peu importe. Je passe le bac donc le 12 septembre, un truc comme ça, 12-13 septembre, et on a les résultats le 18. J'ai eu mon bac! Yeah! Mais mes profs m'ont tous déconseillé de passer la session de septembre parce que ils m'ont dit qu'au niveau des corrections, pour eux, ceux qui passent en septembre, c'est ceux qui avaient la flemme de réviser pour juin et que du coup, c'est des gros bâtards sur la correction. Et en effet, j'ai eu mon bac très très limite, alors que honnêtement, j'avais plutôt bien travaillé. J'ai eu des notes. Franchement, t'as peur. Alban aussi a eu son bac. Alban n'était pas en S, mais il a eu son bac aussi. Donc on a eu notre bac. Et le jour des résultats du bac, donc le 18 septembre 2017, on m'annonce qu'on va me retirer le poumon gauche en entier. En entier. Donc on m'apprend ça. En fait, le chirurgien m'a reçu dans son bureau privé. C'était tellement lugubre. Et du coup, il m'a dit, ouais, en gros, la boule que j'ai dans le poumon, on ne savait toujours pas ce que c'était. Enfin, je ne savais toujours pas ce que c'était. Elle était trop proche de mon cœur pour qu'on envisage de l'enlever que elle. C'était trop dangereux. Donc il fallait retirer tout le poumon gauche. Donc sympa en fait de vivre avec un poumon sur 2. J'ai pas réalisé sur le coup. Et de là, quand j'ai annoncé à mes amis et tout, il y en a qui m'appelaient en pleurs et tout, en mode... Et de là, j'ai réalisé que c'était vraiment une dinguerie, ce qui se passait. Du coup, j'étais là en train de Google, est-ce qu'on peut vivre avec un seul poumon? Est-ce que c'est comment les bails? Hein? Ça dit quoi? Un poumon? Donc on m'annonce que le 16 octobre 2017, je perdrai mon poumon. Voilà.
même pas dans le but de le revendre et de devenir millionnaire, gratos. Donc je commence mon DUT, j'y étais peut-être 3-4 semaines, après je me suis fait opérer et je suis plus jamais retourné. Tellement l'opération était horrible et la convalescence était atroce. Du coup, j'arrive, prêt à perdre un poumon. Je réalisais pas trop ce qui se passait, mais voilà quoi. Avant de m'endormir dans la salle de truc, la chirurgienne m'a fait un câlin en pleurs. C'est pas bon signe. Non mais t'es jeune, je suis sûr que tu pourras réussir à vivre avec un poumon. Frérot, tu parles de quoi là? Donc je m'endors paisiblement. En fait, je me suis tellement fait soit opérer, soit des trucs sous anesthésie générale pendant cette période que pas de stress, j'en avais rien à foutre. Au contraire, je me faisais des challenges, rester éveillé le plus longtemps avant que l'anesthésie kick in. Oh non, Kiki, elle a pensé que je l'appelais. Non, papa. Mon Dieu, je peux crever, elle est tellement belle. Pardon, autant for myself. Donc, je passe sur le billard, je me réveille, douleur atroce, mais atroce. Beaucoup de mal à respirer, des douleurs tellement atroces. Et c'était horrible, j'avais encore un drain entre les côtes, j'avais deux drains entre les côtes, donc j'en avais un devant, un derrière. Mais de là, je me dis, mais je respire mieux que ce que j'imaginais quand même si j'ai mal, je respire quand même un peu mieux. Et donc le chirurgien vient me voir une fois que je suis réveillé, et me dit, donc une fois ouvert, donc en fait ils ont vraiment littéralement ouvert jusqu'à mon poumon, hein, j'ai une cicatrice qui traverse tout mon omoplate. Une fois la viande étalée, en fait il me dit, on voulait te retirer le poumon parce que pour nous t'avais un gros cancer. Pourquoi j'étais pas au courant? J'étais pas au courant. Peut-être qu'ils l'ont... Mais j'étais majeur en plus, donc... Enfin, je venais d'avoir 18 ans. Je sais pas s'ils l'ont dit. Ma mère, en tout cas, me disait qu'elle savait pas. Peut-être qu'ils l'ont dit de pas me dire, je sais pas. Mais moi, j'étais pas au courant, hein. Moi, j'étais encore en mode, ah, ils veulent retirer parce que, bon, on sait pas ce que c'est, on sait jamais. De là, il me dit, ouais, de base, le plan, c'était ça, c'est, t'as un gros cancer, on te retire le poumon, logique. En plus, sachant que j'ai jamais fumé de ma vie, enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'avais jamais fumé de ma vie. Donc là, cancer du poumon et tout, j'étais en mode, déjà? Oh, la partie vient à peine de commencer. Déjà? Et du coup, j'ai vécu, en fait, pendant tous ces mois, comme une personne qui avait le cancer. Donc, je ne dirais jamais que j'ai eu le cancer parce que je me sens pas légitime comparé aux personnes qui l'ont vraiment. Mais j'ai vécu, du coup, de l'accident jusqu'à cette opération comme quelqu'un qui avait le cancer. Juste, on me l'a pas dit, mais on m'a fait tous les examens d'une personne qui a le cancer. Et du coup, il me dit, ouais, une fois ouvert, donc une fois la viande bien étalée, une fois avoir détruit ta vie et tes aïeux, on s'est rendu compte que ça ressemblait pas trop à un cancer quand même. Donc on a juste pris un bout et puis on a refermé. Beau gosse. Donc là, je subis tout ça, pourquoi là? Franchement, l'opération, c'était vraiment... Je n'avais plus de force dans tout le bras, parce qu'ils avaient sûrement dû toucher à des muscles. Parce qu'en fait, ils ont ouvert là. Donc ils ont dû toucher à des muscles. Je n'avais plus de force dans le bras. Mes côtes fêlées, bah du coup, on en a refait d'autres. Le drain, horrible. J'en avais 2, du coup. Je ne pouvais pas marcher, donc j'ai dû réapprendre à marcher aussi. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais en réanimation. Et en fait, donc, allongé, juste redresser la tête de mon lit, vous savez, avec la petite télécommande là, je faisais un malaise. Je n'ai pas pu me redresser pendant genre 1 semaine. Je faisais des malaises. Donc j'ai même dû réapprendre à m'asseoir sans faire de malaise, s'il vous plaît. J'ai dû réapprendre à m'asseoir, littéralement. Donc déjà à relever la tête, puis à m'asseoir, puis à marcher. La convalescence était horrible. Horrible. Je suis resté hospitalisé 2 semaines. Quand t'es dans des douleurs comme ça, 2 semaines, tu les sens passer ta grand-mère la pute. Et de là, le médecin me dit, mais du coup, on attend que tu te rétablisses là. Et du coup, après, on va commencer la chimio. Comment vous expliquer qu'à ce moment-là, j'étais trop content? Parce que pour moi, perdre ton poumon, ça t'handicape à vie. Alors que la chimio, j'avais une perspective de peut-être guérir et peut-être revivre normalement après. Donc quand il m'a dit, on va faire de la chimio, j'étais trop content. J'étais refait. Genre, je m'étais même préparé à perdre mes poils et mes cheveux. Pendant quelques jours, en tout cas, je devais faire... Enfin, j'ai jamais fait, du coup, spoiler, j'ai jamais fait de chimio. Mais pendant quelques jours, pour moi, du coup, j'allais faire de la chimio. Et pour les médecins aussi. Donc, il me dit, c'est la maladie d'Hodgkin's, donc c'est un cancer. Voilà, donc tu vas faire de la chimio. Donc, moi, j'étais trop content de faire de la chimio. Je me suis dit, c'est toujours mieux que de perdre mon poumon à vie. Les jours passent. Donc, au bout des 2 semaines, on me dit, finalement, ce que tu as, c'est pas la maladie d'Hodgkin, c'est une sarcoïdose. Du coup, tu auras juste un traitement à prendre
ça peut se niquer par traitement. Bah là, j'ai pleuré de joie, littéralement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, de joie. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la sarcoïdose, mais pour moi, c'était moins pire qu'un cancer, et du coup, pour moi, c'était le feu, c'était le fuego. Et au final, nous sommes en 2025, l'histoire, du coup, là, on est à l'aube de 2026, je filme ça en décembre 2025, donc ça va faire 9 ans qu'on sait que j'ai une balle de tennis dans le poumon, et on ne sait toujours pas ce que c'est. Et je l'ai toujours et je n'ai jamais eu de traitement. Et en fait, je suis victime de ce qu'on appelle l'errance médicale. J'ai du coup été inspecté dans tous les sens, tout type d'examen existant, possible et imaginable, pendant 2 ans après l'accident. Donc voilà, jusqu'à 2019 à peu près. J'étais tout le temps du coup à Paris, à l'hôpital, tout le temps à l'hôpital, tout le temps à l'hôpital. Et le médecin, enfin ma chirurgienne, m'a avoué, genre en 2020, 21, qu'en fait, ils ont dit sarcoïdose pour mettre un mot dessus, mais en fait, que c'est très probablement pas ça, et qu'ils savent pas ce que c'est. Là, à l'heure actuelle, on sait toujours pas. Donc, j'ai une batterie d'examens à faire tous les ans. Là, ça fait 2 ans que je les ai pas fait. Ouh. Mais du coup, la maladie n'évolue pas, donc la boule est toujours à la même taille. Je n'ai pas eu de baisse de souffle. Après l'opération, j'ai eu quand même une grosse perte de souffle et de grosses douleurs en respirant parce que, du coup, comme ils ont charcuté mon poumon, bah, il s'est rétracté. Ça, plus j'avais plus de force dans le bras, j'arrivais même pas à porter un sac. Le mot sarcoïdose, c'est le mot que je donne quand on me demande si j'ai des antécédents médicaux. Le pire, c'est que quand tu googles, je vous invite à le faire, enfin, on s'en bat les couilles, mais bref, je vous le dis, quand on google, en fait, la sarcoïdose, c'est une maladie qui est censée s'estomper au bout de 3 ans max. Ça fait minimum 9 ans qu'elle est là, la couuse. Donc ça se trouve, en fait, pendant tout ce temps-là, ça se trouve, c'est un cancer. Hein. Ça se trouve, c'est une tumeur. Hein. Donc je vis un peu dans cet entre-deux en mode tout va bien. Et quoique, en fait, j'ai peut-être une tumeur qui sommeille dans mon poumon depuis 9 ans maintenant. 9 ans. 9 ans, 9 ans. Ouais. Vraiment, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. En fait, les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais frérot, j'ai une boule de 5 cm très proche de mon cœur dans mon poumon. Entre-temps, j'ai déménagé à l'autre bout de la France, donc j'ai fait mes tests, mais pas avec la même équipe qu'avant, et du coup, bah, je sais pas en fait. Genre, je sais vraiment pas ce que j'ai. Premier degré. Donc, au quotidien, ça change rien à ma vie. Mais j'ai cette épée de Damoclès sur la tête, tout le temps. Donc, le médecin m'a strictement interdit de fumer, pour éviter que un cancer se réveille. Ouais, donc je l'ai toujours, là, à l'heure actuelle. Et je vais vous parler rapidement, du coup, du point de vue judiciaire de cette affaire, parce que, bien entendu, on a déposé plainte. Du coup, Georges, pour vous dresser le personnage, c'est un homme blanc il devait avoir peut-être 55, 60... la soixantaine, je pense. Et Alban et moi sommes 2 Arabes à l'époque de 17 ans. Est-ce que vous le voyez venir? Ah, j'aime pas quand on fait des trucs comme ça. Donc, en fait, moi, j'ai été reçu par la police en me disant que je mentais, que, en gros, le passage piéton, il est là, que apparemment j'aurais surgi des haies, genre de buissons, genre 50 mètres plus loin, et que genre si j'ai atterri là où j'ai atterri, parce que je vous l'ai pas dit, j'ai été propulsé à 6 mètres, j'ai volé 6 mètres. Et pour justifier du coup que je suis arrivé à l'autre bout de la France, bah en fait ils ont dit que j'étais sur son capot pendant tout ce temps, du coup ouais non il a pas jugé bon de freiner sur 50 mètres. Voilà ce que m'a dit la policière. Je dis mais... c'est pas vrai? Enfin, je lui ai dit, mais il n'y a pas d'autre passage piéton. Et en plus, tout le long du trottoir, il y a des barrières. Le seul endroit où tu peux traverser, et en plus, l'arrêt de bus est juste en face, il n'y a que ce passage piéton. Il n'y a que ce passage piéton. Genre, c'est des barrières, il y a ce passage piéton et le bus. La policière m'a dit que je mentais. Donc, bah, écoute, moi, c'est pas très grave. Donc, moi, j'ai donné ma déclaration. Bon, mes parents ont pris un avocat. Donc Alban et moi avions déposé plainte. Alban avait eu beaucoup plus de préjudices que moi, parce que moi, mes préjudices, ça s'est plus centré sur mes poumons, et donc rien à voir avec l'accident. Moi, j'ai eu quand même 30 jours d'ITT, ou 40. 40 jours, il me semble. 40 jours d'ITT. Le personnel de l'hôpital où je travaille sont très compétents, parce que quand j'ai retiré mon dossier médical pour le donner, du coup, à la justice, il n'y avait rien de rempli. Des feuilles vierges. Des feuilles vierges. Genre, mon admission aux urgences, les pompiers, tous. Il y avait les documents, hein, ils étaient vierges. Rien. Il n'y a aucun constat médical de ce qui s'est passé. Et c'est
une dinguerie. C'est comme... On s'est fait soulever par une 207, selon la police à ce moment-là, à plus de 50 km/h, parce que je suis quand même grand et bien portant et j'ai volé à 6 mètres. Il s'est passé ça, là. Mon pote a été transporté en hélicoptère. Il n'y a aucune trace médicale. En tout cas, sur mon dossier à moi, il n'y a rien. Mon dossier médical, il y a les documents qui auraient dû être remplis, qui ne sont pas remplis. Donc bref, on prend un avocat. Et de là, je parle avec... Et du coup, Alban, sa maman appelle beaucoup mon papa et tout pour se mettre d'accord par rapport à l'avocat, etc. Et de là, l'avocat du coup de Georges, donc celui qui nous a tanké, m'appelle ou appelle mon papa, je sais plus, nous contacte pour nous proposer du coup un deal à l'amiable. Il me semble qu'il me proposait genre 4000 €, un truc comme ça, pour abandonner les poursuites. Ceux que j'ai refusés. Et mon papa a dit à la maman d'Alban de refuser aussi, et qu'on avait leur dos, et que s'il faut leur payer l'avocat, on paye l'avocat, et que la somme qu'ils nous proposent, là, c'est dérisoire comparé à ce qu'on peut gagner. Donc, Alban et sa maman nous disent oui et tout, il n'y a pas de problème et tout, donc on fait les démarches, on fait machin truc et tout. Et là, un peu avant que je me fasse opérer, genre en septembre, comme ça, Alban, il s'achète le dernier iPhone, là. Sachant que c'est je connais sa famille, je connais ses revenus, puis on était amis depuis quelques années, donc je savais son budget. Il s'achète un iPhone et tout, il n'y a rien. Il s'achète une voiture. Et de là, j'ai commencé à me dire, attends, est-ce qu'il a pas signé dans mon dos, là? Et je m'en voulais tellement de penser ça, parce que pour moi, c'était inconcevable et que c'était mon meilleur ami et que j'étais une merde de douter de lui, tellement j'en ai parlé à personne de mes doutes. Pendant des années, j'ai parlé à personne de mes doutes, tellement j'avais honte de douter de lui. Bon, vous connaissez la justice française, l'audition, ça devait être... l'accident, c'était en 2017, l'audition, c'était peut-être en 2019 ou 2020. Je vois mon avocat, etc. Et mon avocat me demande du coup les coordonnées de l'avocat d'Alban. Donc j'appelle Alban, je lui dis « Ouais, c'est quoi les coordonnées de ton avocat et tout, comme ça je donne aux miens, ils travaillent ensemble et tout, machin truc. » Il me dit « Ah, je sais pas trop, machin truc. » Bon, du coup je dis à mon avocat « Ouais... c'est pas grave, faites sans, machin truc. Et la veille de l'audience et tout, du coup j'envoie un message à Alban, je me décide, du coup, d'assumer mes doutes. Je lui dis, mais comment ça t'as pas d'avocat, gros, l'audience c'est demain? Il me dit, non, moi j'ai pas d'audience demain. Je dis, comment ça t'as pas d'audience demain? Je lui dis, c'est notre audience demain. Il me dit, non, c'est ton audience. Il avait accepté le deal, donc lui il avait gagné 8000 €. Je l'ai su, genre 3 ans après. Il a accepté le deal, il a eu 8000 €, il me l'a pas dit. Il a demandé à ce qu'on ne me le dise pas, genre, quelqu'un d'autre était au courant, il me l'a dit bien plus tard, que fallait pas me le dire, que du coup, il a tapé 8000 €, qu'il a pris le deal, quoi. Eh, je me suis jamais senti trahi comme je me sens trahi. Parce qu'en fait, si tu m'avais juste dit dès le début, j'aimerais prendre le deal, je t'aurais dit, ok. Mais me blaguer et me faire... En fait, en mode, pourquoi tu te caches de moi? En mode, je vais vouloir ton argent? Chose que ta mère a voulu faire quand j'ai eu mon argent. Enfin... Je sais pas, donc j'ai trouvé ça tellement vicieux et mal intentionné en fait de... Pourquoi tu me le dis pas? Je vais pas gratter ton argent, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Et ouais, du coup, bon, l'audience a eu lieu, du coup c'était en 2019 ou 2020, je sais plus. La juge ou la procureure, ou bref, la dame là qui parlait, m'a dit devant tout le monde que je mentais. J'ai donné mon témoignage, je suis passé à la barre là, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Elle m'a dit littéralement, vous savez, dans un tribunal, on n'est pas là pour mentir, hein. Bah, comment ça? Et elle me dit, non, vous avez traversé à tel endroit. Donc je lui montre des photos de Google Street View où il y a des barrières. Je lui dis, en plus la première voiture nous a laissé passer. Donc, comment on a sauté la barrière, la voiture nous a laissé passer gentiment, et après on se fait tanker. Mais non, je lui dis, mais je le sais, je m'en rappelle. Elle me dit, non, vous mentez, monsieur. Donc en fait... Georges, donc celui qui nous a tanké comme des lapins sans même freiner, hein, a eu un non-lieu. Il a été relaxé. Du coup, il n'a même pas perdu un point sur son permis de conduire. J'ai eu un dédommagement, quand même. Mais selon mon avocat, en fait, c'est des miettes comparé à ce que j'aurais pu avoir si le monsieur avait été condamné. Donc, j'ai eu 13 000 € en 2 fois. En tout, j'ai eu 13 000 €. Écoutez, moi, j'allais faire la vidéo en paix, hein, mais le soir du truc, quand la mère d'Alban a su que j'avais gagné de l'argent, qui appelle mon père pour demander à ce qu'on se divise ce que j'ai gagné. Toi, là, quand t'as pris les 8000 € et que t'as dit de pas me dire, là, t'as partagé avec qui?
Vraiment, les gens, pour l'argent, genre pour 8000 €, c'est beaucoup. Attention. Mais comparé à ce que lui, il aurait pu, littéralement, hein, taper dans les plus de 50K. Avec ce qu'il a eu là, il aurait pu, honnêtement, selon mon avocat, taper dans les 50-60 000 €. Voire plus. Avec un bon avocat, il aurait pu monter bien plus haut. Donc toi, là, tu t'es vendu pour 8K qui sont partis du coup en une semaine, sachant que t'as acheté une Saxo et un iPhone. Et moi, tu me demandes de partager? Sachant que elle a jamais dit à mon père qu'elle avait pris le deal. Hein. Elle l'a jamais dit. C'est moi qui l'ai dit à mon père plusieurs années après. Donc elle a pas dit à mon père qu'elle avait pris le deal. Elle avait fait genre qu'elle avait juste abandonné sa plainte. Et du coup, comme elle a abandonné sa plainte, bah il fallait qu'on divise l'argent. Les gens, vous êtes culottés, hein. En tout cas, elle a pas eu un centime et Alban non plus. Bah c'est bon, là, on a fait le tour de l'histoire. Hein. Je voulais vraiment parler du côté juridique et tout parce que c'est pour expliquer aussi pourquoi je ne porte plus plainte et que ça m'a traumatisé et que du coup, même quand il m'arrive des dingueries, je ne porte pas plainte parce que du coup, je suis traumatisé, je viens de le dire. Par cette humiliation que j'ai vécue, la juge qui me dit « Monsieur, vous mentez, c'est bon, on est dans un tribunal, faut arrêter à un moment donné. Vous avez sauté la barrière au milieu du carrefour, c'est normal qu'on vous tanque à un moment donné. » Non. I guess. Non. Je suis content de vous avoir raconté ça. Du coup, mon livre, là, ce que je vous ai raconté, c'est la première partie du livre, et encore, je suis pas rentré dans les détails. La deuxième partie, c'est sur d'autres choses, et il y a une troisième partie aussi. Donc, si un jour je le sors... En tout cas, les bébés, je suis très fatigué, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais là, on est à 1h07 de rush, enfin de tournage, du coup. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe. Abonnez-vous, likez, peu importe. La vérité, faites rien. Je veux juste aller dormir. Bisous, bisous. Allez, kiss.